D'abord, merci évidemment aux organisateurs de ce workshop et en particulier à Christophe Charrier de me donner cette opportunité-là. Alors, je vais ici vous présenter. Alors, je suis Ali Doué, maître de conférence ici en économie, donc économiste de l'environnement. Et ce que je vais vous présenter ici, dans ces 25 minutes, c'est une synthèse de partie des travaux que je considère comme parmi les plus pluridisciplinaires d'une certaine manière que j'ai effectué sur la période récente avec un certain nombre de collègues justement d'autres disciplines. Pour donner une base de discussion, disons, dans le cadre de ce workshop, et qui mettent tous ces travaux-là, la question des communs et des biens communs, disons, comme pivot, comme point d'appui essentiel. Alors, dans cette présentation-là, je vais vous donner quelques éléments quand même du cadrage conceptuel qui est commun à l'ensemble de ces travaux-là. Vous verrez, l'idée, c'est de présenter un petit peu la problématique des biens communs comme une alternative au référentiel marchand et quelque chose qui est complémentaire aussi d'une approche qui a voulu justement un petit peu déplacer le centre d'analyse en économie du référentiel marchand vers l'approche en termes de patrimoine. Et puis, sur cette base-là, deux exemples assez rapidement. Un important qui va poser la question un petit peu de la propriété, de cette idée de propriété comme faisceau de droit, notamment chez Ostrom et la prise en compte du temps long, avec l'exemple de la compensation écologique. Et puis, un exemple en cours de travail d'institutionnalisation, de construction de ce qu'on appelle un commun ou un bien commun territorial. Dans le cadre ici, justement, vous parliez d'inondation tout à l'heure, dans le cadre de la gestion du risque inondation sur le territoire, ici. Alors, sur la partie que je vais appeler cadrage conceptuel, évidemment, quelques points, quelques balises sur lesquelles on pourra revenir. Depuis ma thèse, donc il y a à peu près 15 ans, l'ensemble de mes travaux, ils portent en général sur des contextes de ce qu'on appelle de valorisation et de gestion de ressources naturelles. Je m'excuse, Sarah, d'employer ce terme. Toujours dans des contextes de conflits, ce qu'on appelle de conflits environnementaux, de conflits d'usage. Et rapidement, disons le pivot, le centre de gravité des travaux des économistes reste, alors, et dans une perspective très appliquée et généralement d'aide à la décision, notamment de l'action collective ou de la décision publique, c'est le déploiement de ce qu'on appelle des analyses coûts-bénéfices qui prennent appui sur les enseignements, disons, de ce qu'on pourrait appeler la microéconomie de base, où grosso modo les conflits environnementaux, les atteintes à l'environnement qui sont sous-jacents sont conceptualisés comme des défaillances de marché, des effets externes qui doivent être internalisés ou en tout cas conceptualisés comme tels, et dans lequel un ensemble de concepts et de méthodes sont déployés où on parle de biens économiques, on parle d'actifs naturels, de capital naturel, et qui visent d'une certaine manière à prendre en compte, on va dire ça comme ça, l'ensemble des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs environnementales, dans une perspective d'aide à la décision. Alors, un premier contrepoint par rapport à ce pivot-là a été travaillé, alors je prends ici quelques exemples français, mais c'était aussi dans une perspective internationale, toujours en économie, l'idée de vouloir déporter un petit peu l'analyse de ces conflits et ces contextes de valorisation et de gestion en prenant appui sur le concept de patrimoine naturel. J'ai mis ici deux noms, on pourra y revenir si vous voulez. Alors, j'ai juste mis en avant quelques points saillants pour marquer la démarcation. L'idée du raisonnement ou de la vision en termes de patrimoine naturel, c'est de raisonner sur une perspective de reproduction du patrimoine, des ressources naturelles en tant que telles. Et ce décalage se fait par rapport à la notion de capital naturel qu'on a toujours rattaché, en tout cas que ces auteurs rattachent en économie à une perspective de substitution. On peut substituer à ce capital-là autre chose. C'était souvent des travaux qui portaient, en l'occurrence ici, sur des enjeux généralement autour de l'eau, mais pas que. Et puis cette idée selon laquelle un capital, c'est quelque chose qui se rentabilise, qui est fongible. Et d'une certaine manière, l'articulation avec les autres formes de capitaux posait question. Donc l'idée de reproduire en tant que tel le patrimoine parce que justement, il possède des caractéristiques qui ne sont pas réductibles à des biens économiques selon eux. Il y a l'idée surtout, qui est le plus important de ce point de vue-là, de mettre en avant la pluralité, la diversité des rapports sociaux, des relations sociales et des formes de rationalité, y compris individuelles, qui sont en jeu. Et l'idée qui, dans la plupart des conflits d'usage, notamment autour de l'eau, mais pas que, les acteurs qui y participent, les sujets d'une certaine manière, déploient des logiques, des motivations, des formes de rationalité qui sont irréductibles à des rationalités économiques, parfois simplement pour des raisons, on va dire, de mimétisme ou de légitimité aussi comme clé. Et j'ai mis en parenthèse ce que certains ont pris comme point de référence en France, le modèle des cités de l'économiste Olivier Godard, qui travaillait dans le cadre de ce qu'on appelait en France l'économie des conventions et qui a voulu donner une sorte de typologie, d'une certaine manière, des rationalités ou des relations sociales qui se nouaient autour de ces ressources. Et alors, l'approche par les communs, d'une certaine manière, et aussi parce qu'elle est plus internationale, c'était une forme, d'une certaine manière, de dépassement de l'approche par le patrimoine, parce que par rapport à l'approche par le patrimoine,
la question de la propriété, des formes de propriété de ces ressources devient centrale, alors qu'on reprochait à la notion, en tout cas à ceux qui portaient la vision en termes de patrimoine, de rester dans le registre des représentations ou des discours, d'une certaine manière, des acteurs dans la logique patrimoniale, et de remettre encore au cœur les rapports, d'une certaine manière, de propriété au cœur. Et puis aussi de dépasser un petit peu l'approche par le patrimoine en mettant vraiment au cœur l'idée d'institutionnalisation progressive de ce qu'on appelait des compromis négociés, les communs comme compromis négociés, qui mettaient au cœur la communauté des usagers, pour reprendre un petit peu le terme de Sarah, la communauté des habitants, alors que dans l'approche par le patrimoine naturel, on avait une vision, quoi qu'il arrive, à la fin
lors du projet devrait être compensé par la restauration, voire même parfois la création ou la recréation de tant d'hectares considérés à un moment donné comme équivalents. Alors se pose à un moment donné la question en droit, y compris en droit français, là évidemment je parle de contrôle de Sarah, de la pérennité en fait de cette compensation-là, parce que en pratique, et puis peut-être qu'avec le temps qui me restera sera le seul exemple, mais en pratique, d'un côté, le projet d'aménagement porté généralement évidemment un acteur économique porte atteinte à l'environnement et à la biodiversité de façon définitive, hein. En tout cas, l'échéance de la fin du projet économique en tant que tel n'est pas définie et d'une certaine manière, cette atteinte est définitive. Par contre, d'un point de vue légal, du point de vue du droit et du point de vue des contrats qui sont sous-jacents à cette compensation-là, parce qu'en général, c'est des contrats qui sont noués avec des propriétaires terriens ou en tout cas avec des propriétaires fonciers pour mettre en place la compensation, elle a une durée finie. Finie, alors, pas en théorie, simplement qu'en pratique, au moment où on parle, la compensation écologique, son échéance, d'une certaine manière, elle est au maximum d'une trentaine d'années, même si des outils existent en droit pour pouvoir normalement aller plus loin, mais qui sont très peu utilisés. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'évidemment, la question, c'est le statut de ce qu'on appelle cette valeur écologique qui a été créée pour remplir l'obligation de compensation et qui vient justement compenser et qui est posée comme équivalente à ce qui a été détruit. Et bien, qu'est-ce qui se passe fondamentalement après ces 30 ans, par exemple, hein? Qu'est-ce qui se passe après ces 30 ans-là? Alors, je vous en parle parce que ça a été l'objet d'une sorte de petite discussion et de bataille au moment où la loi de biodiversité a été votée en France en 2016. Cette bataille, elle a tourné essentiellement autour de l'article 33A et où, d'une certaine manière, j'associe du coup deux collègues qui sont Isabelle Doucet et Gilles Martin, qui étaient mes acolytes à l'époque, qui sont deux éminents juristes de l'environnement de l'école de Nice, où on avait été un petit peu volontairement instrumentalisé par des associations de protection de l'environnement pour aller vite, et nous avions travaillé sur une proposition d'amendement avec notamment la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, qui devait permettre un petit peu de donner du grain à moudre pour dépasser un peu cette limite-là, c'est-à-dire d'un côté, dégradation définitive de l'environnement face en fait à une obligation de compensation fondamentalement temporaire, et où dans le cadre de la loi telle qu'elle était écrite, au bout de 30 ans, le propriétaire du terrain où il y a eu la compensation retrouvait le plein usage, d'une certaine manière, de plein droit l'usage des terres et pouvait en faire ce qu'il voulait, y compris tout simplement détruire ce qui aura été la valeur écologique qui aurait été créée pour compenser. Alors, dans cette perspective-là, nous avions écrit donc ici un petit amendement que vous avez sous les yeux, avec un exposé définitif qui avait un petit peu marqué les esprits, pour répondre au caractère définitif de l'atteinte qui a été portée à la biodiversité. Cette destination environnementale de la terre qui a servi à la compensation doit être pérennisée. Alors, on faisait des propositions sur ce qui pouvait être fait au bout de 30 ans, notamment, et notamment l'idée que le propriétaire, s'il décide de ne pas en faire un usage antérieur qui soit en contradiction avec, peut ne pas le faire, ou alors le rétrocéder à titre onéreux, évidemment, il ne s'agissait pas d'exproprier des termes, à des organismes qui ont pour vocation d'assurer la protection. Avec la justification, et là, il y a la notion de commun qui apparaît, que la valeur écologique qui a été créée n'appartient pas au propriétaire en tant que tel du terrain, mais était un bien commun qui doit être garanti dans le temps. Et là, évidemment, pour vous montrer les contradictions qui peuvent exister entre cette idée de temps long et de propriété en tant que telle, et l'incapacité peut-être encore actuellement du droit français à raisonner en termes de faisceau de droit, et de considérer que toute discussion de ce type-là est une atteinte fondamentale au droit de propriété privée, évidemment, la réponse qui nous a été donnée par la commission sénatoriale de l'époque, et notamment les sénateurs en question, était de dire non, puisque ça, c'est considéré comme une atteinte au droit de propriété privée, et que tout ce qu'on pouvait espérer, c'était qu'au bout de 30 ans, il faille simplement espérer, et là, pour mes collègues économistes expérimentaux, comportementaux, ce n'est pas inintéressant d'analyser, qu'il faille juste espérer qu'au bout de 30 ans, les personnes qui portent la compensation écologique aient pris simplement goût, d'une certaine manière, à gérer, ou en tout cas à la biodiversité et à la gestion de la biodiversité pour qu'ils puissent accepter de la conserver. Ce qui, d'un point de vue de collègues qui travaillent sur la rationalité économique et leurs conséquences, ne tient pas. Mais l'idée ici, de cet exemple-là, c'était de dire, regardez, il est très difficile encore aujourd'hui de raisonner sereinement sur cette idée de bien commun et de pérennité du bien commun, dès lors qu'on se confronte à la question de la propriété et du droit de propriété. Tout ce qui était posé là, c'était la possibilité de dire, attention, évidemment, on ne remet pas en cause le droit de propriété privée du terrain en tant que tel, mais que dans une perspective de faisceau de droit, un des droits d'usage d'une certaine manière de cette terre soit contraint par quelque chose qui est reconnu par la communauté, en l'occurrence ici large, comme étant un bien commun. Évidemment, ce que j'ai mis en rouge marque d'une certaine manière la distance qui existe encore avec cette démarche-là en termes de propriété, de droit de bien commun et de temps long. Alors, s'il m'en reste un petit peu de temps, je vous donne quand même
le dernier exemple rapidement, qui n'est pas inintéressant. Là, on est dans un exemple, alors on parlait de gestion du risque inondation tout à l'heure. L'exemple que je prends ici, c'est un cas où, dans le cadre d'un projet européen qui est en train de se terminer, nous avions été mandatés par la Commission européenne pour justifier de ce qu'on appelle la pertinence des solutions fondées sur la nature comme outil de gestion de lutte contre les inondations, contre l'approche dominante, notamment en France, qu'on appelle les solutions grises, bassin de rétention, barrage. Alors évidemment, la commande de la Commission européenne, c'était bon, ben, vous êtes économiste et puis vous avez travaillé avec des hydrologues et puis avec quelques géographes. Et puis ce que vous allez faire comme d'habitude, des analyses coûts-bénéfices des différentes options possibles, solution grise, solution verte. Solution verte veut dire essentiellement ce qu'on appelle redonner un espace de bon fonctionnement écologique à une rivière, tout simplement lui redonner son imageur, hein, d'une certaine manière, qu'on a réduit de proche en proche. Et là, on est dans la région ici, hein, dans le département, notamment sur la Brague, à côté d'Antibes. Et puis, vous allez faire ça, et puis vous allez justifier ça comme ça, montrer que les solutions grises sont très coûteuses, montrer que les solutions vertes sont un peu moins coûteuses et qu'elles sont aussi efficaces, voire plus efficaces d'une certaine manière du point de vue de la réduction des dommages notamment et de la préservation des vies humaines, parce qu'il est quand même question de ça, hein, ici, hein, sur ce territoire. Il n'est pas simplement question de dommages matériels, mais il est question de vie humaine. Alors, on leur a fait rapidement comprendre que la problématique générale n'était pas simplement de fournir une justification économique et de ce qu'on appelle une décision de l'ordre de l'optimalité, c'est-à-dire on va vous faire une analyse coût-bénéfice, vous allez voir qu'en montrant que les bénéfices théoriques, d'une certaine manière, des solutions vertes vont dépasser largement les bénéfices théoriques et nets d'une solution grise pour qu'elle soit acceptable. Parce que se posait la question évidemment de l'acceptabilité sociale à un moment donné de cette solution-là. Et nous avons voulu faire de cet exemple-là l'exemple typique de ce que pouvait être une démarche progressive de construction ou de reconstruction territoriale ou de construction de ce qu'on appelle un bien commun territorial, c'est-à-dire une démarche dans laquelle, et je finirai là-dessus, en fait, d'une certaine manière, en 4 ans, nous avons travaillé avec évidemment les acteurs institutionnels, les habitants, leurs représentants, les habitants du territoire, à travers des enquêtes, ce qu'on appelle des ateliers, ce qu'on appelle aussi des focus group. Et au fur et à mesure, ce qu'on a vu émerger, alors évidemment, ça pose des questions sur notre positionnement vis-à-vis de tout ça, mais en l'accompagnant simplement, une sorte de processus où le territoire se définit, se redéfinit d'une certaine manière, où les habitants en question acceptent en fait de faire simplement montrer que leur territoire, c'est plus j'habite à Antibes, j'habite à Biot ou j'habite à Opio, c'est mon territoire et ma problématique que nous avons en commun, c'est le bassin versant. Nous sommes soumis et vulnérables vis-à-vis de risques et d'une certaine manière, en même temps que, à travers ces discussions, ces échanges, ces processus délibératifs, en même temps que l'objet d'une certaine manière se redéfinit, le sujet aussi se redéfinit. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui disent j'habite le bassin versant et je ne suis plus forcément habitant de Biot en tant que tel, avec cette problématique ou selon laquelle à Biot nous sommes inondés parce qu'on ne veut pas inonder Antibes qui a plus de valeur économique pour le territoire. Non, nous avons tous une problématique commune qui est celle-là, où d'une certaine manière, il y avait ce processus intéressant de reconstruction du territoire, c'est-à-dire de reconnaissance et d'une sorte de réécriture aussi de l'histoire du territoire qui va faire fondamentalement que le territoire pertinent devient le bassin versant, qu'il va impliquer des acteurs qui n'étaient pas concernés au départ, notamment en amont, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs concernés par les problématiques d'inondation. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est cette reconnaissance d'une certaine manière, donc cette construction de l'espace commun, qui n'est pas l'espace public, cette reconstruction d'un espace commun qui se redéfinit, qui ne correspond plus aux limites administratives telles qu'on les connaissait avant, et où les acteurs eux-mêmes, d'une certaine manière, sont amenés à se repositionner avec cette notion que j'ai appelée tout à l'heure d'interdépendance. Nous avons travaillé longtemps avec un certain nombre d'acteurs pour donner des outils qui peuvent cartographiques, mais pas que, aussi de simulation, des modèles hydrologiques et leurs résultats, qui resimulaient un certain nombre d'épisodes d'inondation, où nous montrions à des habitants eux-mêmes quelles ont pu être les conséquences ou quelles pourraient être les conséquences théoriques de leurs actes, de leurs choix d'aménagement, parfois des choix très bas, que je pourrais appeler banals, construire un mur dans sa propriété privée, mettre en place un certain nombre de sillons qui, en fait, eux, évidemment, ne le savent pas, mais va avoir des conséquences, évidemment, sur le ruissellement, la vitesse de l'eau et, évidemment, le niveau de l'eau. Et d'une certaine manière, l'idée était de voir, et là, c'est mes collègues, il y a un postdoc qui travaille dessus en économie comportementale, quel va être l'impact de la fourniture d'un ensemble d'informations de ce type-là, qui met en évidence ce que nous on appelle des phénomènes d'interdépendance entre les choix des acteurs, quel va être leur impact sans être coercitif, en l'occurrence, l'impact sur leurs choix, sur leur comportement à venir,
et aussi la manière dont ils se comportent dans les délibérations lorsqu'ils ont à gérer du coup en commun cette problématique. Et donc, je finis là-dessus. Hein. Juste cet exemple pour indiquer qu'on a pu assister en temps réel, d'une certaine manière, à un processus dans lequel la notion de territoire était retravaillée, qu'elle était considérée quasiment la notion de territoire comme un être vivant, hein, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de changer en fonction de nos choix, et que ses limites étaient redéfinies, en même temps que d'une certaine manière, ce que nous, économistes, appellerons les paramètres de choix, les paramètres dans nos choix, sont susceptibles d'être redéfinis dans ce qu'on appelle cette construction d'un commun territorial. Je crois que j'étais trop long déjà. Non? Ça va? Bon. Donc, j'en rajoute pas. Peut-être que dans les questions, ça viendra. Merci.